Bonjour à tous et toutes, on va pouvoir commencer. Donc bienvenue pour ce webinaire qui va traiter des allégations et de la communication nutritionnelle. Euh, Déjà, je me présente, donc Anne-Claire Petit-Col, responsable commercial et communication chez Protein XTC depuis 2 ans. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être Protein XTC, donc nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en agroalimentaire. Nous sommes une trentaine de consultants avec des expertises pluridisciplinaires, que ce soit autour de la science de l'alimentation, de la communication et de l'innovation. Donc, je suis en compagnie de Émeric et Victor. Et avant de leur laisser la parole, je tenais à préciser que c'est un webinaire qui va durer environ 1 heure et donc à peu près 40-45 minutes de présentation. Et ensuite, on se laissera 10-15 minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, vous avez le chat. N'hésitez pas de poser vos questions, vos commentaires et on y répondra à la fin. Mais voilà, écoutez, bon visionnage à tous et je laisse la parole à nos 2 consultants. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Émeric Hautement, directeur de clientèle chez Protein XTC, en charge du conseil scientifique, ingénieur de formation. Je suis accompagné aujourd'hui de Victor. Bonjour, Victor Laratte. Je suis consultant senior dans l'équipe prévention et gestion de crise chez Protein XTC. Merci à vous tous de vous être connectés à notre webinaire qui s'intitule Alimentation, nutrition et santé, quelle communication produit responsable. On voulait faire un petit point préalable pour vraiment cadrer le propos qui va être le nôtre aujourd'hui. Et ce qui l'imprégnera ce matin, c'est avant tout la dimension nutrition et santé, à laquelle on va rattacher la valorisation, la mise en avant de la publicité, des produits alimentaires, bref, à la communication autour des produits alimentaires, que ce soit via la mise en avant d'une ou plusieurs caractéristiques nutritionnelles, bien évidemment, c'est la dimension qui cadre nos propos aujourd'hui. Et c'est par exemple le cas d'une sauce tomate qui serait sans sucre ajouté, ou que ce soit via une démarche de communication plus globale qu'une marque ou une entreprise peut avoir lorsqu'elle prend la parole au sujet d'un ou de ses produits et qu'elle ait ou non l'ambition de parler directement de nutrition et santé. La dernière dimension, c'est celle de la responsabilité. Et le sens qu'on fait porter au terme responsable aujourd'hui, c'est celui de la capacité à pouvoir rendre des comptes, à prendre en considération les conséquences de ses actes et à celui du respect des valeurs du développement durable, dont la nutrition est une composante importante. On va donc commencer par la mise en avant des caractéristiques nutritionnelles des produits et mettre en avant des caractéristiques nutritionnelles et de santé, c'est une pratique qui est assez ancienne. On voulait un petit peu introduire notre propos en vous rappelant quelques exemples de notre patrimoine en France, que ce soit des années 60 avec des produits du quotidien comme l'eau, le pain ou le fromage, auxquels on associait dans les années 60 le terme de santé. Mais plus tard, dans les années 80, on a pu voir l'arrivée de la fonctionnalisation des bénéfices, comme a pu le faire la boisson aux oranges Bali, qui garantissait tonus et permettait d'éviter le coup de pompe. Un peu plus proche de nous, dans les années 90, les produits plaisir, comme des pâtes à tartiner, nous offraient de l'énergie pour mieux penser et mieux se dépenser. Et enfin, en 96, et on ne va pas refaire le discours autour de l'aliment médical, l'alicament, etc., c'était la période où Actimel nous proposait notre dose de défense naturelle. Aujourd'hui, on pourrait certainement plus faire ça comme ça, mais la valorisation de ces caractéristiques permet toujours de faire état des bénéfices auprès de consommateurs qui recherchent ces caractéristiques. Là, on a pris un exemple. En 2021, il y avait plus de 2 tiers des foyers même, avec enfants, qui considéraient que l'alimentation joue un rôle très important dans le renforcement du système immunitaire. Ça permet aussi de faire valoir sa différenciation face à la concurrence. Environ 5% donc, des innovations alimentaires lancées en France en 2021, soit à peu près 1 sur 20, avaient une promesse de santé fonctionnelle. Ce qui laisse un potentiel certain quand on compare avec d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique ou la Chine, même si c'est vrai que dans ces pays, l'alimentation est symbolisée d'une manière assez différente et on a des représentations du rôle de l'aliment assez différentes.
Les situations qui conduisent à la mise en avant d'atouts nutritionnels d'un produit peuvent avoir des origines et des motivations très diverses. Ce qu'on vous propose pour la suite, c'est de vous mettre dans l'une des deux situations suivantes, celle où votre entreprise ou vous-même souhaitez valoriser un atout nutritionnel ou santé d'un produit qui existe, ou encore celle où vous souhaitez valoriser un atout nutritionnel ou de santé spécifique pour un produit qui reste à développer. Ce produit existant, ou ce produit qu'on cherche à développer, on va se le figurer comme étant un pot de sauce tomate fictif dans lequel vous pourrez imaginer les ingrédients que vous voulez, en plus de la tomate, bien sûr. Dans les deux cas, Victor va vous exposer désormais les grands principes qui devront encadrer votre communication. Merci, Aymeric. Donc, je vais vous dire quelques mots du règlement allégation, puisque ce règlement qui date de 2006, c'est vraiment un des piliers pour une communication nutritionnelle loyale auprès du consommateur. Et on va essayer de voir ensemble comment il fonctionne et ce qu'il contient. Pour commencer, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est une allégation dans le cadre de ce règlement. Au final, c'est un petit peu tout ce qu'on va dire ou suggérer sur un produit et qui vont laisser entendre qu'il possède une caractéristique particulière. Évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est des caractéristiques en matière de nutrition santé. Donc, ça peut être des promesses de différentes sortes. Mais ça peut aussi prendre en compte le nom de la marque. Si on prend un exemple un petit peu historique, la marque Taillefine, la marque en tant que telle a été considérée comme une promesse, en tout cas, et pouvant entrer dans le cadre de ce règlement allégation. Et ils ont été amenés à changer de nom. Donc, pour les produits laitiers, c'est devenu Light and Free, et Belvita sur la catégorie des biscuits. Et ça peut être aussi des évocations graphiques plus symboliques, du type la silhouette Contrex, qui pourrait s'assimiler d'une certaine manière à une promesse minceur et amener la marque au final à revoir un petit peu tout son univers graphique. C'est un règlement qui encadre tous les canaux de communication produits. Au final, un petit peu partout où on va mettre le produit en avant, donc évidemment l'emballage, mais tout ce qui va s'apparenter à de la publicité, que ce soit papier, prospectus, PLV, aussi sur les sites internet, la télé bien sûr, mais aussi les réseaux sociaux. Et c'est toutes les communications qui sont, et là c'est comme ça que le règlement décrit le consommateur, c'est les communications destinées aux consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Donc on ne peut pas attendre du consommateur qu'il soit un expert en nutrition pour décrypter notre discours nutritionnel. Une fois qu'on a ça en tête, on va s'intéresser aux différents types d'allégations, puisqu'il en existe de plusieurs catégories. Et au final, il y a deux grandes familles d'allégations. Soit on va avoir des allégations dans lesquelles on va évoquer un nutriment, sa présence, son absence ou une certaine teneur. Soit on va attribuer une fonctionnalité, un bénéfice santé du produit, type contribue au bon fonctionnement de, ou aide à réduire, etc. Et ces bénéfices restent en lien avec la présence de nutriments. Si on va un tout petit peu plus dans le détail, en fait, des allégations nutritionnelles, on en a deux catégories. Des allégations nutritionnelles absolues, donc qui sont relatives à la présence ou la teneur ou l'absence d'un produit. Par exemple, source de calcium. Je sais que dans ce produit, je vais retrouver du calcium dans une certaine quantité. On a aussi des allégations nutritionnelles comparatives qui permettent de mettre en avant le fait qu'un nutriment va être plus présent ou moins présent dans un produit par rapport à sa recette précédente ou le reste du rayon. Et concernant les allégations santé, on a des allégations santé génériques, donc qui permettent de mettre en avant le fait qu'un produit contribue au bon fonctionnement ou au maintien de certaines fonctions de l'organisme. Et puis des allégations de santé qui sont encore un petit peu plus prometteuses, qui sont relatives à la réduction d'un risque de maladie ou au développement et la santé des enfants, qui sont une cible particulière. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, concernant les allégations nutritionnelles de santé, on a une liste, et en fait, c'est un des grands principes de ce règlement allégation. On a une liste positive d'allégations autorisées. Donc, une liste positive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut paraître un petit peu trivial. Donc, c'est une liste d'allégations autorisées, mais
peut paraître trivial, mais en fait, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. C'est un des principes de ce règlement allégation, on y reviendra. Donc là, on a une liste d'allégations qu'on peut éventuellement utiliser sur le produit sous certaines conditions. Et il existe néanmoins certaines équivalences qui sont tolérées ou autorisées lorsqu'elles ont un sens équivalent. Par exemple, si je veux ne serait-ce que mentionner la présence de fibres dans un produit, il faut qu'il réponde à minima aux critères de l'allégation source de fibres. Ou si je veux mettre en avant le fait qu'un produit contient seulement X% de matière grasse, là, on doit pouvoir répondre à l'allégation faible teneur en matière grasse. Donc là, si je reprends le produit hypothétique et fictif de sauce tomate d'Emeric, je peux faire l'exercice de regarder toutes les allégations auxquelles il est éligible. Parmi toutes ces allégations possibles pour ce produit, on pourrait vous aider à identifier celles qui seraient les plus pertinentes pour votre produit et ses consommateurs. Mais plus globalement, les situations dans lesquelles il est intéressant de se référer à cette liste, c'est si je veux donner une dimension nutritionnelle à un produit existant, donc là, quand on vient de le faire, on regarde à quelle allégation il peut être éligible, ou si je veux développer un produit riche, par exemple, en fibres, je peux me poser la question de quels sont les critères que je veux mettre en avant dans mon cahier des charges qui vont permettre, in fine, de valoriser cette caractéristique du produit. Et dans les deux cas, ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces allégations répond à des critères très précis. Vous en avez quelques-uns ici, quelques exemples. Donc là, si je considère que mon produit, ma sauce tomate, a un intérêt du fait de sa teneur en zinc, par exemple, je peux vérifier que sa composition, je peux vérifier son éligibilité à l'allégation source de zinc. Donc, il faut qu'il y ait au minimum 15% des valeurs nutritionnelles de référence en zinc qui soient apportées par 100 grammes de mon produit. Et donc, ces critères, dans le cadre d'un développement de produit, ils sont à prendre en compte vraiment dès la R&D, dès le tout début du process d'innovation. On va s'intéresser maintenant aux allégations nutritionnelles comparatives. Typiquement, c'est des allégations qu'on peut utiliser lorsqu'on veut mettre en avant la reformulation d'un produit, qui a une nouvelle recette peut-être plus saine, plus intéressante pour le consommateur, ou pour mettre en avant son produit par rapport au reste du rayon, au reste du marché, si sa composition est meilleure. Donc, il faut regarder un éventail de produits représentatifs de la catégorie, en faire la moyenne. Typiquement, si je reprends toujours notre exemple de sauce tomate, qui serait donc allégée en sucre, c'est le sens de ces allégations allégées ou light, il faudrait prendre en compte dans mon panel de produits représentatifs les grandes marques vraiment incontournables du secteur, par exemple Heinz, Panzani ou Barilla, mais aussi des marques distributeurs et aussi des marques hard discount, pour pouvoir justifier la différence de mon produit par rapport à la moyenne du marché. Donc on a vu qu'on pouvait mettre en avant la présence ou l'absence ou la teneur d'un nutriment dans un produit. On va s'intéresser maintenant à la manière dont on peut évoquer davantage sa fonctionnalité, ses bénéfices santé, qui restent bien sûr liés à la présence d'un nutriment. Donc les allégations santé, elles sont un petit peu plus prometteuses, elles vont un petit peu plus loin que les allégations nutritionnelles dans les qualités qu'elles attribuent à un produit. Et donc elles sont autorisées, mais avec des obligations un petit peu supplémentaires. Donc quand on les utilise, il faut préciser à qui elles sont destinées, quel type de population, est-ce que c'est spécifiquement pour les enfants, pour des personnes âgées, pour les femmes en âge de procréer, par exemple. Il faut préciser la quantité de produits qu'il faut consommer pour pouvoir bénéficier de l'effet désiré mis en avant. Il faut préciser si certaines populations spécifiques doivent éviter de consommer le produit, si c'est le cas. Et il faut aussi préciser si une consommation excessive de produits peut présenter un risque pour la santé. Par exemple, sur des bonbons allégés en sucre, souvent on substitue au sucre, on utilise du sorbitol, qui est un édulcorant de masse. Sur ces produits-là, si vous regardez, il est normalement précisé que en cas de consommation excessive, certains effets indésirables laxatifs peuvent être constatés. Et dans tous les cas, il faut rappeler l'importance d'une alimentation équilibrée. Ces allégations de santé, elles sont utilisables aussi dans certaines conditions et il y a certaines interdictions. Elles ne doivent pas être trompeuses, évidemment.
Elles ne doivent pas générer du doute sur les autres denrées alimentaires, les autres marques, les autres références. Elles ne doivent pas encourager une consommation excessive du produit. Elles ne doivent pas suggérer qu'une alimentation équilibrée est insuffisante pour être en bonne santé. Elles ne doivent pas laisser penser que ne pas consommer le produit représente un risque pour la santé. Elles ne doivent pas faire référence au rythme ou l'importance de la perte de poids. Des promesses du type moins de 6 kilos en un mois seulement, ce sont des pratiques proscrites et interdites. Et enfin, on ne peut pas faire référence à des recommandations de professionnels de santé. C'est possible sur les dentifrices, mais pas sur les produits alimentaires. Et là aussi, on a une liste positive qui s'appelle le registre des allégations de santé, donc, qui est disponible sur le site de la Commission européenne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, ces allégations de santé, c'est des dossiers qui sont déposés par des industriels. Et l'EFSA a reçu près de 5000 demandes d'allégations qu'ils ont évaluées. Et seulement 255 ont été autorisées, validées et sont aujourd'hui utilisables. Donc, les évaluations sont très rigoureuses, prudentes et restrictives pour protéger le consommateur. Les allégations de santé génériques, ce qui est intéressant, c'est que, je reprends toujours notre pot de sauce tomate qui serait hypothétiquement source de zinc. En fait, on se rend compte en examinant le registre qu'un nutriment comme le zinc, il peut porter de nombreuses allégations. Ici, on voit qu'on a des allégations en lien avec le bon fonctionnement du métabolisme, du système immunitaire. Il en existe aussi autour des fonctions cognitives. On peut vous aider à choisir celles qui sont les plus pertinentes pour votre produit. Et si vous avez un produit qui possède un nutriment dans une quantité significative, vous voyez que là, le critère, par exemple, pour une allégation contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, c'est d'être source 2 au sens du règlement allégation. Donc là, mon produit source de zinc, je pourrais lui apposer une promesse autour du système immunitaire, contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. De manière plus concrète, c'est ce qu'a fait par exemple Saint-Hubert sur ce produit, qui met en avant sa contribution au bon fonctionnement du système cardiovasculaire et au maintien d'une cholestérolémie normale. C'est autorisé puisque le produit contient une quantité d'acide alpha-linolénique qui est prévue et qui permet d'utiliser cette allégation. Le règlement allégation il prévoit également certaines souplesses qui s'appellent des allégations non spécifiques. On parle parfois aussi de bénéfices vagues ou de paraboles publicitaires. Là, vous voyez, vous avez une sélection de mots qui sont parfois mis en avant sur les produits, le bien-être, l'équilibre, le capital jeunesse, l'éclat ou la vitalité. On ne peut pas dire que ce soit des mots d'un registre strictement médical, mais par exemple, si je regarde la promesse vitalité, donc, qui a été apposée sur un jus, elle est possible car en fait, le jus contient des teneurs en vitamines qui permettent d'alléguer sur le système immunitaire et sur la réduction de la fatigue. Et dans l'esprit du consommateur, ces allégations sont synonymes de vitalité. Il comprend la même chose et donc au final, ces allégations non spécifiques, elles sont possibles lorsqu'elles sont utilisées, accompagnées d'une allégation de santé autorisée en lien avec cette promesse vague. Mais évidemment, il ne faut pas que l'allégation non spécifique soit surprometteuse. Là, revenons à notre produit fictif. Donc, puisqu'il est source de zinc et que le zinc permet d'alléguer sur le système immunitaire lorsqu'il est présent dans les bonnes quantités, ce produit pourrait par exemple porter une promesse forme. Alors, en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est pas tout à fait automatique. Nous, on vous recommanderait probablement de coupler ce bénéfice vague à plusieurs allégations, plusieurs nutriments autour du zinc, d'autres vitamines, etc., qui pourraient permettre plusieurs allégations porteuses du même sens pour que ce soit vraiment non trompeur pour le consommateur. Dans tous les cas, il faudrait que la véritable allégation soit un peu étiquetée sur le produit, type le zinc contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Et là, si on va encore un petit peu plus loin dans les allégations relatives à la diminution du risque de maladie ou au développement de la santé des enfants, on va encore plus loin, on est encore plus prometteur. C'est presque les médicaments dont parlait Émeric tout à l'heure.
c'est des allégations. Donc là, on a un exemple sur ce produit qui aide à réduire le cholestérol. C'est une allégation qui est possible, car toujours dans le registre des allégations, il y a une allégation qui est prévue pour les produits qui contiennent des stérols végétaux dans le produit. Et donc, on peut porter une allégation sur la diminution des cholestérols. Et la véritable allégation, c'est les phytostérols aident à diminuer l'hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie est un des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Il faut en effet préciser que les maladies sont multifactorielles et que jouer sur un seul de ces facteurs ne peut avoir d'effet bénéfique et que consommer le produit ne garantit pas, évidemment, la disparition de la maladie, en l'occurrence l'hypercholestérolémie. Ça peut être intéressant si je souhaite lancer une gamme de produits ou une référence avec une promesse en lien avec le cholestérol, de regarder dans le registre l'ensemble des allégations qui sont autorisées autour du cholestérol. Donc, je vois que j'ai plusieurs nutriments au final, donc ils ne sont pas tous présents à l'écran, mais ça n'est qu'une sélection, autour des bêta-glucanes, les stérols végétaux, comme on l'a vu, et d'autres nutriments qui permettent de porter ces allégations. Donc, dans la formulation de mon produit, dans mon process de R&D, je vais me tourner vers des ingrédients qui possèdent ces nutriments ou intégrer ces substances. Pour notre produit hypothétiquement source de zinc, on est allé voir dans le registre de la Commission européenne, donc le registre allégation, et en fait, il n'existe aucune allégation relative à la réduction du risque de maladie qui soit en lien avec la seule présence de zinc. Donc, si on avait vraiment envie de faire porter une allégation relative à la diminution d'un risque de maladie par ce produit, ben, si on avait un dossier scientifique, des arguments scientifiques robustes, on pourrait constituer un dossier, le déposer auprès de l'EFSA pour qu'il évalue et éventuellement, au bout d'un certain temps, qui valide cette allégation. Ou, ben, si on n'est plus pressé, il faudrait trouver un autre nutriment présent dans le produit qui pourrait permettre de communiquer dans ce sens sur la réduction de ce risque. Sur les allégations relatives au développement et à la santé des enfants, ben, c'est un petit peu la même chose. Ce produit, qui porte une promesse autour de la croissance des os, peut alléguer en ce sens grâce à ses teneurs en calcium et vitamine D, où il y a une allégation spécifique pour les enfants qui dit que le calcium et la vitamine D contribuent à la croissance normale et au développement des os chez les enfants. Donc là encore, on peut regarder, consulter le registre. Donc il y a plusieurs nutriments qui permettent d'alléguer autour de la croissance des enfants, le calcium, la vitamine D, l'iode. C'est un réflexe à avoir. Si vous souhaitez développer un produit en lien avec une promesse, on peut regarder tous les nutriments qui permettent d'alléguer dans ce sens. Et là encore, malheureusement, notre sauce tomate, on est allé voir dans le registre et n'existe pas d'allégation relative au développement et à la croissance des enfants en lien avec la présence de zinc. Donc là encore, si on souhaitait faire porter une allégation relative au développement des enfants, il faudrait soit développer des arguments scientifiques, déposer un dossier à l'EFSA, soit reformuler le produit ou s'appuyer sur d'autres nutriments présents dans le produit. Donc on a vu un petit peu dans les grandes lignes ce règlement allégation. C'est un prérequis et une condition nécessaire à une information loyale du consommateur, mais qui n'est pas toujours suffisante, on va le voir. Et ce qui est amusant, c'est de voir que ce règlement, qui a plus de 15 ans, qui date de 2006, il n'est pas toujours bien appliqué. La DGCCRF fait régulièrement des campagnes de contrôle et ils ont mis en évidence des non-conformités et des anomalies sur tous les types d'allégations qu'on a pu voir ensemble. Notamment, la plupart des anomalies étaient sur l'usage d'allégations nutritionnelles simples, qui sont pourtant les plus faciles à mettre en œuvre, on a pu le voir, et les allégations de santé présentent aussi un fort taux d'anomalies. On a plus d'un produit sur 5 au final qui est non conforme. Donc les autorités essaient de faire preuve de pédagogie dans une certaine mesure lorsqu'elles relèvent des anomalies, mais la note peut être salée. Il faut avoir en tête que l'immense majorité des fraudes portent plutôt sur la communication commerciale sur Internet de sites de vente en ligne.
Les associations de consommateurs, elles sont également très mobilisées sur ce sujet et elles dénoncent régulièrement ce qu'elles appellent des fraudes légales. Légales parce que vis-à-vis strictement de ce règlement allégation, elles sont autorisées ou en tout cas non retenues, non sanctionnées par les autorités. Et fraude, parce elles peuvent être, dans une certaine mesure, considérées comme trompeuses pour le consommateur. Donc les marques, elles sont scrutées avec plus ou moins de sévérité, des approches plus ou moins protectionnistes du consommateur. C'est important de l'avoir en tête. Et nous, il nous semble aussi nécessaire de penser sa communication nutritionnelle, ou en tout cas qu'une communication nutritionnelle responsable s'envisage bien au-delà de la simple conformité au règlement allégation. Là, vous avez un exemple que nos équipes innovation ont identifié. Donc, c'est un exemple qui est dans notre base de données Inspire et qui nous a posé question avec Aymeric quand on a préparé ce webinaire. Alors, sans remettre en doute la conformité stricte des claims qui permettent d'alléguer avec fibre ou avec vitamine C, vous voyez qu'il y a énormément de promesses sur ce produit. Il nous semble que la nature même de ce produit, elle pourrait justifier une communication plus raisonnable. Si on était associé à une réflexion sur le développement d'un type de produit comme celui-ci, on aurait probablement recommandé davantage de cohérence nutritionnelle dans son élaboration et les communications nutrition-santé qui y sont associées. C'est ce qu'on va développer avec Aymeric dans la suite. Bon. On arrive à la stratégie communication responsable d'un point de vue nutritionnel, car au-delà de la mise en avant des caractéristiques nutritionnelles d'un produit, un cas de nutrition et santé peut être mis en place lors de communication générique autour de vos produits. On ne parle donc pas d'un pot de sauce tomate source de zinc, mais on parle d'un pot de sauce tomate tout court. Car au-delà des allégations, le fait que les marques prennent la parole sur certains produits peut induire des campagnes, des pétitions, des pointages de doigts de votre entreprise et de vos marques. Et c'est encore plus le cas quand ça concerne la cible des enfants, au sujet des produits gras, sucrés et salés. Le simple fait de s'adresser à des questions, des enfants peut poser question, et même si la communication elle n'est pas spécifique au registre de la nutrition. Donc, on a des initiatives aujourd'hui qui existent pour un peu raisonner nutritionnellement la stratégie de communication des entreprises. Il y a deux grands raisonnements qui peuvent s'opérer. Le premier, c'est de travailler sur le périmètre des produits sur lesquels la marque va communiquer. Le second, sur la cible, l'audience à laquelle la communication va s'adresser. Sur le périmètre des produits, d'abord, la possibilité, c'est en premier lieu de limiter ces communications aux seuls produits les plus vertueux. Donc ça nécessite de déterminer les produits sur lesquels on s'autorise de communiquer et ceux sur lesquels on va se l'interdire. Donc quels sont dans notre gamme, dans notre portefeuille de produits, les produits les plus vertueux. On a pris un exemple ici pour les boissons au cola de la marque Pepsi. La marque a choisi de communiquer uniquement sur le cola qui est sans sucre, donc uniquement sur le Pepsi Max en tant que seul produit support de ses communications nationales. Voilà. Donc, il ne met pas en avant le produit avec le sucre. C'est aussi ce qu'ont fait les 23 entreprises signataires de l'engagement européen EU Pledge. C'est une charte d'engagement volontaire et cette charte d'engagement volontaire, elle définit pour chaque catégorie de produits des critères nutritionnels qui vont statuer sur l'éligibilité des produits à de la communication. Si les produits ne satisfont pas ces critères, ils ne peuvent pas être le sujet de communication. Exemple, ici, là, pour la catégorie des biscuits sucrés, si le produit dépasse 450 mg de sodium pour 100 g de produit, eh ben, les entreprises signataires de cet engagement s'engagent à ne pas faire de la communication sur ce produit-là. Le point sensible de ces démarches, elles vont être ici sur la façon dont on va pouvoir soutenir le rationnel scientifique qui a conduit à l'instauration de ces critères-là. Il peut y avoir autant de critères que de démarches d'engagement. Les signataires du Pledge ou d'autres entreprises peuvent avoir des critères différents. Dans l'objectif d'harmoniser un petit peu cela, le bureau régional européen de l'OMS a défini ses propres critères nutritionnels qu'il propose au gouvernement des États membres afin que ceux-ci puissent les utiliser, s'ils le souhaitent,
comme condition d'accès aux communications des produits alimentaires à destination des enfants. Donc, c'est pas une obligation, c'est une recommandation que fait l'OMS pour les États, qui peuvent l'appliquer de manière volontaire. La deuxième possibilité, après avoir vu les produits, c'est de limiter la communication à une certaine audience, ou à prendre des mesures quand on va s'adresser spécifiquement à une certaine audience. Souvent, l'audience qui est sujette à le plus d'encadrement des pratiques, ce sont les enfants. Mais la difficulté ici, c'est pas de soutenir scientifiquement les critères, mais c'est plutôt de se dire comment on cadre ce périmètre d'audience. Jusqu'à quel âge les enfants, on va s'interdire de communiquer vers eux. Jusqu'à quel âge? Via quels médias? Quelle part d'audience est constituée d'enfants de cet âge-là? Est-ce qu'on octroie des dérogations particulières pour des heures de visionnage de communication où l'enfant n'est pas seul, où il est accompagné? Tout ça, c'est souvent un petit peu compliqué à faire, mais on voit quand même que des marques, des entreprises s'engagent dans ce sens-là. Pour Unilever, par exemple, ils s'interdisent de cibler les enfants de moins de 16 ans. Parfois, les deux dimensions s'entremêlent. On avait un peu déjà anticipé sur les exemples qu'on avait pris précédemment, car à la fois les bureaux OMS Europe donc, ciblent les enfants et le EU Pledge associe ces deux dimensions, c'est-à-dire la restriction du périmètre produit et le fait de le faire lorsqu'on s'adresse spécifiquement à la cible des enfants. En gros, pas de restriction quand on parle à l'adulte et uniquement les produits les plus vertueux quand on s'adresse aux enfants. Donc, pour les 23 entreprises de l'EU Pledge, par exemple, il s'agit d'une audience d'au moins 30% constituée d'enfants de moins de 13 ans. Voilà. Dès qu'il y a au moins une audience constituée de plus de 30% d'enfants de moins de 13 ans, ils appliquent leurs critères qu'on a vus précédemment. L'OMS Europe, elle a, défini aucun cadre de ce qu'elle considérait comme des enfants, donc pas de définition d'âge, ni de définition de part d'audience, et elle laisse le soin aux États de le fixer par eux-mêmes. Ces deux dimensions, elles peuvent s'entremêler jusqu'à totalement éteindre une dimension. Donc ici, la dimension des produits, c'est aucun produit quand on va parler à destination des enfants. C'est un peu, c'est ce que fait l'ANIA quand elle a annoncé en 2021 sa volonté de retirer toute communication dans les programmes jeunesse à destination des enfants de moins de 12 ans. Donc là, il n'y a même pas de critères. C'est dès qu'on est sur un écran jeunesse, on ne fait aucune communication au sujet de nos produits. Donc on ne met même pas en avant un produit, même si on n'aurait pas parlé de nutrition. On a vu des exemples de démarches qui ont vocation à être davantage responsables d'un point de vue nutritionnel lorsqu'elles touchent à leurs produits. Mais c'est pas les seuls. On peut facilement imaginer qu'il est plus difficile pour certaines entreprises ou certaines marques d'appliquer un champ restreint de communication. On pense notamment au secteur de la confiserie. On a parlé tout à l'heure d'un produit avec Victor, mais s'il s'appliquait la charte du EU Pledge, par exemple, eh ben, ils ne pourraient pas du tout faire de communication parce qu'ils seraient automatiquement exclus dans des profils nutritionnels du EU Pledge ou de l'OMS Europe. Mais, pour autant, ils pourraient envisager d'autres formes de communication produit responsables. C'est un peu une communication autour des produits qui peut s'effectuer via d'autres leviers, comme celui autour de la portion consommée, par exemple. C'est ce qu'a pu faire Coca-Cola ou encore Mondelez avec sa plateforme sur le snacking en pleine conscience. Il y a des manières de raisonner autrement sa communication pour la rendre davantage responsable. On voulait ouvrir ce webinaire à quelle perspective pour l'avenir, et on ne pouvait pas le finir sans avoir parlé du Nutri-Score. D'une part parce qu'il résume à lui seul les caractéristiques nutritionnelles d'un produit, et que les marques en font un outil de valorisation. Donc, ça revient un petit peu à mettre en avant une caractéristique nutritionnelle ou de santé propre à un produit. Ça, c'était l'objet de notre première partie, qui ensuite découlait derrière du règlement allégation. Et d'ailleurs, le Nutri-Score relève des règlements communautaires régissant l'information nutritionnelle en Europe. D'autre part, le Nutri-Score est intégré à de nombreuses réflexions à l'échelon européen. Celui sur l'harmonage de l'étiquetage nutritionnel en face avant des produits, mais aussi aux réflexions autour du meilleur système de profilage nutritionnel.
quel est aujourd'hui le meilleur système de profilage nutritionnel le plus efficace. Le profilage nutritionnel, c'est ce qui va permettre de distinguer des produits d'un point de vue nutritionnel et de les classer selon leur nature et leur profil nutritionnel. Et pourquoi pas ensuite permettre aux législateurs de restreindre l'accès aux allégations nutritionnelles à certains produits, justement. Ou encore de taxer d'autres produits ou d'en restreindre les pratiques commerciales et de communication. Le Nutri-Score, c'est un outil de profilage nutritionnel parce qu'il va classer de A à E les produits, mais les critères de l'EU Pledge, les critères de l'OMS en sont également. Voilà. Donc, aujourd'hui, la communauté scientifique, au l'échelon français et européen, réfléchit à, parmi tous ces systèmes de profilage nutritionnel, lequel serait le plus pertinent, le plus efficace. Et derrière, une fois qu'on aura statué là-dessus, eh ben, libre sera aux États membres de l'Union européenne de, pourquoi pas, proposer des mesures qui se baseront sur ces profils nutritionnels. Car en France, il ne faut pas oublier que le Nutri-Score était né suite à la publication d'un rapport commandé par le ministère de la Santé, délivré en 2013. Et dans celui-là, figurait à la fois la mesure visant à mettre en place un système nutritionnel unique en face avant des emballages des aliments, qui a conduit aujourd'hui au Nutri-Score. Mais la mesure d'après, c'était mettre une mesure qui vise à réguler la publicité en fonction de ce système. Donc, utiliser finalement le Nutri-Score pour viser à réguler la publicité. Enfin, ces réflexions, elles ne sont pas uniquement issues des sphères expertes et législatives. C'est d'une initiative citoyenne, lors de la Convention citoyenne pour le climat, qui est née la proposition SN 522, qui proposait l'interdiction de la publicité sur les produits proscrits par le PNNS. Donc, le PNNS ne proscrit aucun produit. Par contre, ceux qui sont Nutri-Scorés D ou E font partie des éléments dont la consommation est à réduire. Voilà. Donc, c'est une proposition qui est certes pour le climat, mais aussi pour un développement durable. Et on l'a vu tout à l'heure, le développement durable, c'est quelque chose qui nous emmène, nous, derrière, de la responsabilité. Et ces propositions qui ont été faites en 2020, lors de la Convention citoyenne pour le climat, on peut s'attendre à ce qu'elles puissent être reprises par les ministres des transitions écologiques et énergétiques actuelles et remises sur le devant de la scène. Merci Aymeric. Donc au final, les questions qu'on peut se poser et les démarches qui peuvent être amorcées lorsqu'on s'intéresse à ces sujets, il y a quelques réflexes à avoir qui nous semblent intéressants. Et c'est un petit peu notre quotidien et ce sur quoi on accompagne très régulièrement nos clients. Le premier point, c'est de bien connaître et de bien comprendre la qualité nutritionnelle de son portefeuille de produits, leurs atouts, leurs nutriments un petit peu sensibles ou à forts enjeux, et également ceux de ses concurrents, savoir comment on se positionne. Donc, ça peut être le but d'un audit nutritionnel. Typiquement, c'est le genre de missions qui sont prises en charge par notre équipe de conseil scientifique. Un autre point important, c'est de bien connaître ses consommateurs, quels sont leurs enjeux nutritionnels, leurs attentes, leurs besoins, identifier les allégations qui sont les plus pertinentes pour ces consommateurs, et est-ce qu'ils constituent une population sensible, si c'est des enfants, il y a des attentions particulières à avoir, on l'a vu. Ça, c'est des questions que notre équipe Tendance et Innovation maîtrise parfaitement. Et enfin, pour une stratégie de communication responsable, il faut se fixer sa ligne de conduite, qu'elle soit justifiée et le faire savoir. Là, c'est vraiment le terrain de jeu de notre équipe communication. Le tout en équipe très pluridisciplinaire et transverse pour une bonne cohérence du résultat final. Merci. Voilà, du coup, la présentation touche à sa fin et c'est parfait, vous êtes vraiment bien dans les timings, donc il reste à peu près 15 minutes pour les questions-réponses. J'ai pas vu trop de questions dans le chat, donc je sais pas si les participants, vous avez des questions, des remarques, des points sur lesquels vous voudriez discuter, n'hésitez pas à poser ça dans le chat.
En tout cas, je vois déjà que on demande si les présentations seront disponibles. Oui, hein, on vous enverra, enfin, vous aurez automatiquement le lien du replay et on pourra bien évidemment vous envoyer cette présentation. Anne-Claire, la présentation est a posteriori? Oui, elle sera disponible, oui. On peut l'envoyer sous format PDF. On attend peut-être quelques minutes, voir s'il y a des questions qui se profilent. Écoutez, je pense que qu'il n'y a pas forcément de questions. Bon, bah, du coup, je pense qu'on peut conclure là, sauf s'il y a des choses, Aymeric et Victor, que vous voulez rajouter, qu'on n'aurait pas forcément mentionné, mais voilà, on nous dit merci, très clair. Ah, une petite question qui arrive, je vois dans le chat. Question autour de 100. Alors, je ne sais pas quel est le sens de la question. Donc, sans ingrédients, sans colorants, sans conservateurs, sans arôme. Sans sucre ajouté, sans gluten, sans lactose. Ah, c'est vrai. Ça peut être plein de choses différentes. C'est ce que la question... Oui. Moi, je pense que ça arrive. Donc, une allégation qui serait sans conservateur si on utilise des ingrédients à fonction multiple. C'est une question qui est vraiment d'actualité, en particulier sur le secteur des charcuteries, où, vous le savez sûrement, les nitrites sont un additif qui est un petit peu controversé, ou dans les impacts santé qu'on a aujourd'hui vraiment scruté avec beaucoup d'attention. Et il est vrai que de nombreux industriels, pour ne plus avoir recours à cet additif, utilisent des ingrédients naturels qui ont les mêmes fonctionnalités et en fait qui contiennent naturellement des nitrites. Je pense aux légumes sont riches en nitrates. On rajoute à la viande ces bouillons de légumes et des ferments qui vont transformer les nitrates en nitrites, et au final, on a un produit qui contient des nitrites. Les choses sont en train d'être clarifiées. Elles ont déjà commencé à être clarifiées sur les nitrites en particulier, et la doctrine est très claire des autorités sur les nitrites. Les bouillons de légumes et ferments sont utilisés et dans leur emploi et dans la communication qui en est faite comme des additifs. Donc, idéalement, si on veut être complètement conforme aux doctrines de la DGCCRF, il faudrait indiquer en liste d'ingrédients additifs, conservateurs, bouillons de légumes et ferments. Les autorités sont en train d'examiner s'il existe d'autres cas d'ingrédients aux fonctionnalités proches de certains additifs. Je pense par exemple à des colorants qui peuvent être remplacés par des jus de légumes, ou encore à des antioxydants par du jus d'acérola par exemple. Donc là, dans les prochains mois, ou en tout cas les prochaines années, très certainement qu'il y aura des règles plus claires pour éviter un petit peu ces moyens détournés, entre guillemets, d'intégrer des additifs, quand bien même d'origine naturelle, aux produits, pour limiter la tromperie du consommateur.
Merci. Ça répond à... Il y a une petite question au sujet de Vitel Immunité. Vitel Immunité, qu'est-ce qu'on en pense? C'est difficile de dire ce qu'on en pense si on ne sait pas quel est l'ingrédient, le nutriment qui supporte un peu ce claim-là. Vitel Immunité, j'imagine que c'est pas forcément de l'eau tout court, parce que ça m'étonnerait qu'ils puissent porter cette allégation, ce claim-là. Donc, quels ingrédients, pour quels sites, quels usages? Une fois qu'on en sait davantage, c'est plus facile d'en parler. Et dans le cas où ce serait une eau enrichie en certains minéraux, voire en certaines vitamines, si on a plusieurs minéraux, je pense au magnésium, au zinc, au cuivre de mémoire et à certaines vitamines, C, A et D, je crois, qui permettent de porter une allégation du type contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire. D'un point de vue strictement légal par rapport au règlement allégation, immunité et une allégation non spécifique mais très proche de contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc là-dessus, il n'y aurait pas de problème. Après, à voir de quelle manière on va mettre en œuvre aussi cette communication. Est-ce que ça va être accompagné de différents logos, de différents univers graphiques? Est-ce qu'il y a des promesses supplémentaires qui vont être mises en œuvre dans la communication? Voilà, on dit qu'elle est enrichie en zinc et en vitamine B6. Pourquoi pas? Après, ça dépend aussi de comment on la market, auprès de quelle cible. Est-ce qu'on la médicalise dans sa communication ou est-ce qu'on en fait un simple ingrédient qui va apporter un petit plus en matière d'immunité? C'est un petit... On ne connaît pas forcément dans le détail ce produit et la communication qui en est faite, mais en tout cas, c'est des questions à se poser. Ouais, du coup, on nous donnait des informations sur la Vitel, hein, enrichie en zinc et vitamine B6, contribue au bon fonctionnement de votre système immunitaire. En effet, voilà. Qui permet de donc on peut faire confiance aux équipes Vitel pour respecter le règlement allégation à minima, mais comme on vous disait, on va dire la responsabilité d'une telle promesse, elle dépend aussi d'autres facteurs, de la manière dont on la met en œuvre sur le produit et tous les autres canaux de communication. Voilà, voilà, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, donc écoutez, on peut conclure ici, hein, nous vous remercions tous, en tout cas, très chaleureusement pour votre écoute et votre intérêt. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, ou si vous voulez en connaître plus sur nos services et les expertises qui touchent, on va dire, aux thématiques qu'on a abordées ici, nous, on serait ravis de vous entendre, de parler avec vous. Donc, comme Victor l'expliquait, on est regroupé chez Protéines XTC en 4 pôles d'expertise, l'innovation, la communication, le conseil scientifique et la prévention et gestion de crise. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler, discuter. Si vous avez un projet, on sera là, bien évidemment. On écoutera ça on sera ravis. Écoutez, bonne journée à tous et vous aurez bien évidemment le lien du replay et vous pouvez nous envoyer un email si vous voulez le support de présentation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir.